Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti, 1 heure de débat autour de l'actualité économique du moment, toujours autour de... Alors pas seulement, enfin oui, campagne présidentielle. Là, on en disait un mot hier, mais j'avais prévu d'en parler aujourd'hui, donc on va en parler. Il y a une série d'elles, l'ensemble des organisations patronales. Mais il y en a tellement des organisations patronales, il y en a même que je découvre en fait. Bref, qui commencent à recevoir les candidats. Donc ça m'intéresse de discuter un peu avec mes invités de l'influence ou pas des chefs d'entreprise, des patrons, etc. J'avais oublié l'histoire que le MEDEF avait dû renoncer à inviter Marion Maréchal, et ça c'était il y a 2 ans. Comme le temps passe, c'est une bonne image quand même de la façon dont notre débat est en train d'évoluer. Toujours pas mal d'histoires autour des actionnaires, des super profits, et puis alors quand même, grande manœuvre dans le big business. On va voir ce que peuvent en dire nos invités. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Ben oui, parce que Patrick Sayer est avec nous. Salut Patrick. Et à chaque fois que Patrick Sayer est avec nous, j'essaye d'en profiter. Patrick, il faut dire, Patrick connaît tout le monde, c'est absolument tout. Mais c'est cet adage, hein, tu connais l'adage de tous les adages. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui se parlent ne savent rien. Hein, c'est un peu ça. Il faut parfois que je me l'impose quand même. Il faut parfois que tu te l'imposes. Bon, on verra. Non, mais ça m'intéresse quand même. C'est vrai qu'il y a énormément de choses autour des grandes manœuvres du business. Je ne vais pas te demander des détails, sauf peut-être autour de Carrefour, si tu veux me parler de Carrefour, mais au sens large, puisque tu connais très très bien cette boîte. Mais c'est vrai que la question de savoir, je crois que c'est Jérôme Matisse, salut Jérôme, prof d'éco à Dauphine, c'est le Skyscraping Index, hein, l'index des gratte-ciel, c'est-à-dire quand on se met à rentrer dans la démesure en termes de construction, de fusion-acquisition, d'achat, de choses comme ça. J'ai vu que l'Arabie Saoudite la prévoyait d'ores et déjà l'hôtel le plus phénoménal jamais construit. C'est souvent des signes avant-coureurs d'une inversion de cycle, non Ça, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on est à quel moment du cycle on est. Ouais. J'en sais rien. Bon, ça fait longtemps en tout cas que les tours les plus hautes ne sont plus aux États-Unis, ça c'est clair. Oui, ça c'est clair. Enfin, on ne sait même plus s'il y a un cycle d'ailleurs, c'est ça le sujet là, aujourd'hui. Oh, je pense qu'il y en a quand même un, mais bon, on pourra en reparler. Ouais. On va en reparler. Et puis Juliette Daboville, salut Juliette. Donc présidente c'est l'aide conseil, hein, c'est ça Juliette, notamment sur toutes les questions de gouvernance. Alors, pendant les semaines où tu n'es pas là, je rassemble les questions de gouvernance, parce que, non, mais cette question, on en a parlé ensemble à chaque fois, cette question est centrale dans la vie des entreprises et on n'en parle jamais parce qu'elles sont complexes à comprendre, ces affaires de gouvernance, et que c'est difficile de trouver des gens pour en parler correctement. Là, Patrick, il a été aussi au cœur d'énormément... Combien de conseils d'administration aujourd'hui, Patrick ? Depuis que j'ai commencé de société cotée ? Ouais. Ça fait longtemps qu'il ne compte plus. C'est ça. Pas loin d'une vingtaine. C'est comme Depardieu avec les films, quoi. Ouais, c'est ça, pas loin d'une vingtaine. Oui. L'influence des patrons, donc différentes organisations patronales, là, donc MEDEF, Croissance Plus, France Invest, METI, Éthique, enfin là, commence un certain nombre d'auditions des candidats et des différents candidats. Je me demandais, alors mais je vous la poserai après, ça, si vous aviez envie de mettre une mesure en avant, laquelle ce serait. Mais d'abord, je me demandais, ils ont une influence, ça sert à quelque chose, ces grandes auditions patronales. Jérôme, tu as l'air d'avoir un point de vue là-dessus. Je pense que oui, ça fait partie d'abord de l'exercice démocratique. Les candidats font le tour de différentes organisations et quand ils sont face au patron, on les invite à spécifier, clarifier le pan économique de leur programme, sur des aspects notamment techniques qui ne sont pas abordés ailleurs. Comment ils entendent réformer le marché du travail, comment ils entendent réformer la fiscalité des entreprises, les subventions en recherche et développement, les aides octroyées aux entreprises en difficulté, etc. Et parfois, leurs promesses de Gascon sont passées au crible de la réalité que connaissent les patrons. Passées au crible. Valérie Pécresse a par exemple prononcé face au MEDEF à ce qu'elle avait prévu de 10% d'augmentation, enfin en tout cas à son mode de financement. Elle n'y a pas renoncé, mais voilà. Donc, non mais quand même. Non, elle n'y a pas renoncé, elle a trouvé un moyen de peu brutalement, de raconter encore plus n'importe quoi, si tu veux. Mais elle n'y a pas renoncé. Mais si ils ne sont pas challengés, moi je trouve, en fait, les gars. T'as jamais vu un type arriver et changer d'avis à la sortie de ses entretiens en disant ça impose... les patrons ont raison, il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Non mais d'abord ça impose un travail en amont. C'est justement parce qu'ils savent qu'ils vont passer ce grand oral, on va dire, qu'ils mettent leurs équipes pour... Et ça c'est important parce que qui est-ce qui pousse les candidats dans leur retranchement sur des aspects techniques de leur programme économique ? Pas grand monde. Les journalistes bien sûr y participent, mais c'est notamment ce genre de rendez-vous qui vont dans ce sens-là. D'accord. Juliette ? Je suis complètement alignée avec ça. Tu es complètement alignée ? Je pense que c'est absolument fondamental qu'il y ait ces échanges-là.
Ça ne veut pas dire forcément que la parole politique va changer de camp. En revanche, ça peut permettre quand même d'avoir des adaptations de contenu. Et sur le process, je veux dire, on est en démocratie, il faut bien qu'ils écoutent leurs parties prenantes, et notamment ceux qui créent de la richesse au quotidien. Ouais, ça me semble plutôt simple. Vas-y, Patrick. Bon, d'abord, les programmes, entre guillemets, économiques de ces gens-là, ce sont essentiellement des catalogues de dépenses non financés, parce qu'ils partent tous du principe que de toute façon le déficit est tel et qu'il n'y a pas d'arrêt nécessaire au déficit. Donc, ils s'engagent à pas grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, il se trouve que j'ai toujours, en tant que patron, recherché à dialoguer avec des gens dont je n'avais pas nécessairement les idées, parce que je me disais que dès lors qu'il y avait une probabilité non nulle qu'ils accèdent au deuxième tour, voire qu'ils prennent la présidence, il fallait quand même essayer de comprendre dans quel pays on allait. Et donc j'ai rencontré, je ne vais pas les citer, mais j'ai rencontré pas mal de gens. Alors sur des aspects économiques, mais sur des aspects qui dépassent, entre guillemets, l'économie, qui concernent, par exemple, le droit. Lorsque certains vous disent... Je rappelle que tu es juge au tribunal de commerce. Oui, mais je parle de sujets de droit plus généraux, pas simplement des sujets de droit commerciaux. Lorsque certains disent « on va arrêter ce que M. Giscard d'Estaing a fait avec le regroupement familial », en pensant que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a décidé du regroupement familial. C'est un truc complètement faux. Le regroupement familial vient d'un arrêt célèbre du Conseil d'État qui se réfère à des textes européens, et notamment à l'attachement, au fait que la France a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, sortir de ces textes en disant « je vais remettre la moitié des binationaux dans les prisons, dans leur pays d'origine », enfin, tu vois très bien le type de candidat qui peut soutenir ce type de proposition. En réalité, quand tu t'adresses à eux, j'en ai eu un qui était à ma droite, il m'a dit non, vous avez raison, c'est pas si simple, c'est pas parce que je serai élu que j'arriverai à faire ça. Et donc ma première décision, ça sera, au lieu d'aller pour rechercher une majorité à l'Assemblée nationale, ça sera de faire un référendum. Ouais. Donc en réalité, on voit très bien de qui tu veux parler. Très bien de qui je veux parler. Donc en réalité, ces gens-là, ils nous annoncent des trucs qui n'ont assez souvent, leur catalogue de dépenses, ça n'a aucun sens, et ces mesures qui sont des mesures assez fondamentales, parce qu'elles touchent à nos libertés quotidiennes, en réalité, ils ne savent pas non plus comment ils vont les mettre en œuvre. Et je trouve que sur ces sujets-là, ils sont très peu challengés. C'est pas le rôle du patronat, on est d'accord. Alors, mais ils sont assez peu challengés. Alors, on va peut-être faire dériver le débat parce qu'il y a une autre prise de position, la récente, sur un point de détail qui m'intéresse. Il a été pas mal, donc c'est de Zemmour dont tu parles, il a été de ce qu'il appelle le fameux bloc de constitutionnalité. Je n'y connais rien, j'ai été regardé, ça m'a intéressé, ça veut dire qu'il en parle énormément et qu'il est énormément challengé là-dessus, Patrick. Bah oui, évidemment. Contrairement à ce que tu dis. Bah oui, mais il est challengé là-dessus. Après, lui, il a sa propre logique, qui est de dire, à un moment, le Conseil constitutionnel, alors il date ça de... je ne sais plus, enfin, l'un des arrêts du Conseil constitutionnel qui a fait sortir en fait le Conseil de son lit normal et qui lui a fait un peu prendre la posture d'une Cour suprême à l'américaine. Il dit non, le Conseil constitutionnel doit revenir dans son lit, l'application stricte de la Constitution. Ah oui, c'est l'intégration du préambule de la Déclaration des droits de l'homme dans la Constitution, voilà, qui a amené ça. Et là-dessus, je fais un référendum. Il est ultra cohérent. Oui, je vois pas. Ils le sont beaucoup moins en affaires économiques. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à dire, je vais faire un référendum. Quand tu parles du reste, tu t'aperçois qu'en réalité, il ne peut pas sortir de façon légère, parce qu'en réalité, il est tenu par la Convention européenne des droits de l'homme, mais il est tenu par un certain nombre de textes qui tiennent à l'Union européenne. Et donc, en réalité, il va être obligé de faire marche arrière, d'avoir un début de Frexit. En réalité, il est en train de mettre en place un Frexit. Est-ce que la France, qui n'est pas l'Angleterre, qui est pivot dans le système monétaire européen, est-ce que la France peut se permettre un Frexit? Et quelles seraient les conséquences prévisibles d'un Frexit? Personne n'en parle. En réalité, derrière le programme de M. Z, il y a le Frexit. Non, mais j'adore Patrick parce que on travaille un peu pour préparer cette émission, l'air de rien, donc j'envoie des petits messages. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous voulez parler? Voilà.
Moi, ça m'intéresse de parler du Frexit, mais bon, t'aurais peut-être pu laisser des petits camarades préparer. Non, mais Zemmour, est-ce qu'il sera élu? A priori, non. Donc, de toute façon, cette question ne se pose pas. Lui, il est dans des promesses de campagne, sachant que ceux qui rendent des comptes, c'est ceux qui sont ensuite au gouvernement. Il n'empêche quand même, pour revenir un petit peu sur le sujet initial, excuse-moi Patrick, c'est que si on demande quand même aux candidats de chiffrer leurs mesures, on leur demande de savoir. Alors, c'est sûr que quand face au patronat, on dit on va tout financer, on va proposer de l'exonération de charges sociales, là, le patronat reste silencieux sur la question. Par contre, quand on dit c'est au patron de payer ceci ou cela, on leur demande exactement les comptes. Ouais. Et quelque part, les programmes, normalement, sont censés se chiffrer. Oui, mais tu les as vus, Jérôme. Enfin, je ne sais pas si tu as eu le temps, parce que tu as du travail. Moi, en l'occurrence, c'est mon travail. Aucun n'est chiffré. J'ai été regarder. Même Valérie Pécresse, c'est quand même impressionnant. C'est le parti de gouvernement. On est d'accord. Hein, oui. C'est le RPR. C'est l'héritier d'un parti de gouvernement. Il n'y a rien. Vous allez regarder valériepécresse.fr, vous allez regarder Programme économique. On est à combien? On est à 2 mois, là Oui, un peu moins de 2 mois, oui. J'ai cherché un peu de structure. De l'autre côté, c'est pareil. Hein. Macron, il n'y a rien. Non, mais Macron, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais enfin, ça me pose un problème. Ça me pose un problème dans le débat démocratique. Aujourd'hui, il n'y a pas de parti de gouvernement qui se présente. Parce qu'on ne va pas parler de la gauche, puisque alors là, pour le coup, les chances qu'elle obtienne sont encore beaucoup plus minces. Mais le programme du Parti socialiste, qui a été un vrai parti de gouvernement, aujourd'hui, c'est un catalogue de dépenses. Laisse de côté le Parti socialiste, comme tu le dis. Regarde, restons sur parti de gouvernement. L'histoire du temps de travail. Oui. Valérie Pécresse. Même dans ses déclarations, si tu veux, donc j'abolis les 35 heures. Elle parle d'une exonération d'heures supplémentaires au-delà des 35 heures. C'est quelque part valider les 35 heures quand même. Et bien voilà. Et pourtant, elle te dit, j'abolis toute référence. Elle te dit d'un côté, j'abolis toute référence à la durée légale. Ça, Patrick, je ne sais même pas si elle a le droit d'abolir toute référence à la durée légale. Je ne crois pas non plus. Je pense pas. Et en même temps, dans le même temps, elle te dit, chaque heure supplémentaire au-delà des 35 heures sera défiscalisée. Ouais. Et je ne suis pas tout à fait sûr si elle est désocialisée ou seulement défiscalisée. Alors, donc tu vois, l'exercice ensuite d'aller devant les patrons pour faire blabla me semble totalement artificiel. Et pour être très franc, c'est un peu là-dessus que je voulais vous amener, j'ai l'impression qu'ils participent de ça. Et qu'au lieu de faire, tu vois, le truc habituel, classique, qu'il faut faire régulièrement, il serait peut-être temps qu'ils tapent du poing sur la table de dire, dites donc les gars, là, à un moment, on aimerait avoir des choses un peu concrètes quand même. Voilà. Bon, quand ils sont face à des candidats de droite, les patrons sont plutôt quand même à droite dans le paysage français. On est d'accord. Sûr qu'ils vont pas essayer de mettre trop en difficulté ses propres candidats. Mélenchon ne s'est pas présenté devant le MEDEF. S'il l'avait fait, je ne sais pas s'il serait devrait le faire. Il devrait le faire. Alors, peut-être qu'il le fera, je ne sais pas, mais lui, son passage sera un peu plus difficile, j'imagine. Et pour faire le lien avec ce que tu disais... non mais... Patrick, mais non, parce qu'il n'est pas moins chiffré que les autres. Alors, oui, mais il fait... Il est plus dans la provoque, mais il n'est pas moins chiffré que les autres. Tu as d'un côté 1 500 € de SMIC et de l'autre côté le blocage des prix. Oui, non, mais... À un moment, si tu veux, tu as un étau là qui est compliqué à gérer quand même. Si tu veux, quand tu as... Moi, j'ai avec un autre candidat plutôt à droite. Bon, il va falloir qu'on le reconnaisse aussi, c'est le portrait chinois. C'était une dame, et c'était il y a quelques années. Hein, je disais, ça commence à bien faire. Elle était plutôt, à l'époque, elle voulait fortement raccourcir l'âge de la retraite. Mais fortement, assez violemment. Je disais, mais qui va financer ces retraites? Elle me disait, mais ils sont déjà chômeurs, donc ça ne change rien, on fait passer de la poche droite à la poche gauche. Enfin, voilà le genre de raisonnement qu'on te tient. Ça, c'est ahurissant quand même. Oui, mais vas-y, Juliette. Stéphane, honnêtement, moi, c'est pour ça que je suis convaincu qu'il faut que tous les candidats, effectivement, aillent rencontrer les différentes organisations. Parce que si tu veux réussir à sortir de ça avec un process à peu près correct, avec des points d'intention à un moment donné sur... vous allez juste devoir opérationnaliser quand même ce que vous nous dites. C'est exact comme tu le dis. Et là, je suis désolée... ça peut être intéressant qu'ils se parlent et on se rend compte que sur des mesures réelles qui sont mises en œuvre, effectivement, il y a un certain nombre de blocs de constitutionnalité, blocs européens qui peuvent s'appliquer. Donc ça va poser des questions d'opérationnalisation et le fait qu'ils rencontrent le maximum de personnes, les candidats, ça va leur permettre de se rendre compte aussi, ça je peux le porter, ça je ne peux pas le porter. Parce qu'à un moment, il ne faut quand même pas oublier que notre gros problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est les derniers sondages avec le taux d'abstention qui est prévu. Et il y a un moment où la crédibilité de la parole politique, elle est là. Et donc, il faut qu'ils soient en capacité de proposer des solutions réellement qu'on puisse implémenter, quoi. 3 mois de salaire sans charge sociale, par exemple, ça c'est Zemmour, c'est...
C'est cohérent, ça. Alors, Oui, mais ça rentre, donc si tu veux... c'est 35 heures défiscalisées du côté de Pécresse, ça 3 mois de rentre dans salaire le- sans charge Mais sociale. ce sont des annonces. Et attends, je finis. Marine Le Pen, exonération de cotisation patronale pour les entreprises qui augmentent de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Mais oui, Voilà. c'est une illusion de C'est du réflexion. tricot. C'est- Merci Pardon, pour parce que- l'expression, c'est du tricot. On est complètement d'accord. C'est du tricot. Tu voulais pas le dire parce qu'on aurait dit que c'était une expression de femme, c'est ça? Je n'aurais pas osé. C'est ça. bon, on est quand même censé s'attaquer normalement, rentrer dans le deuxième volet de la politique budgétaire contracyclique, c'est-à-dire qu'on sort, le Covid s'éloigne, on a tapé dans les dépenses publiques comme quasiment jamais, mais il fallait le faire pour déployer ce filet de protection qui a permis d'amortir la chute économique. Et normalement, creuser les dépenses en période de crise économique, ça veut dire aussi, le revers de la médaille, c'est de renflouer les caisses, de nouveau le solde budgétaire, quand l'économie repart. Là, c'est ce qui s'annonce. On devrait plutôt faire ça. Or, comme tu le dis très bien, c'est le concours des dépenses publiques non financées, etc. La martingale, ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui, la martingale, pardon, parce qu'il se trouve que j'en ai rencontré quelques-uns, c'est l'inflation. L'inflation, la bienvenue inflation. Alors, on s'est battu, on l'a vu, enfin, moi je me souviens de Volcker, tout ça, on s'est battu pour l'éliminer, l'inflation. Aujourd'hui, elle arrive comme un messie, parce que l'inflation, elle va, par miracle, effacer toutes les dettes. Et de droite à gauche, ils sont à attendre l'inflation comme la pluie, comme les moussons en Inde, si tu veux. Et ils ne se rendent pas compte des risques qu'ils prennent. Alors, juste parce que j'en ai profité là, pour ressortir une étude IFOP à la fin de l'année dernière là, qui était intéressante sur la remontée de la confiance dans les entreprises. Hein, je vais vous remettre ça au cas où, je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un petit coup d'œil là-dessus. Et donc, c'était sorti à la fin de l'année dernière. Et en gros, pour résoudre les problèmes du pays, les Français sont à 50-50 entre l'État et les entreprises. Et ça, c'est quand même... Il y a d'autres indicateurs, d'ailleurs, qui sont sortis depuis, qui montrent que les entreprises, les élites privées, voilà, on va appeler ça comme ça, ont quand même marqué des points voilà, ces derniers mois dans leurs attitudes. Confiance et équilibre. Ouais, voilà, c'est ça. C'est très bon. C'est un très bon équilibre. C'est plutôt bon signe parce que le citoyen français, il voit toujours l'État. On l'a mise trop vite, attends, je parle à Marie-Gilles, mais c'est là plus longtemps l'infographie, le temps qu'on la regarde. Voilà, vas-y Jérôme. Non, je disais que oui, donc c'est le français type. Il considère l'État dans une vision totalement paternaliste. Et il est temps qu'on se défasse un petit peu de cette image. Donc c'est plutôt bon signe d'accorder un petit peu plus de poids à ce que font les entreprises, ne serait-ce que dans notre inconscient collectif. Alors, le graphique est tout à fait à droite. Il est sans surprise, mais il reste un petit peu comique. C'est que sur la question du rôle de l'État vis-à-vis des entreprises, vous avez, le graphique, en fait, il est partagé suivant que ceux qui y répondent sont des patrons et des entrepreneurs ou des citoyens. Donc les patrons disent plus de liberté, c'est fondamental dans le monde de l'entreprise, et au contraire, les citoyens ordinaires réclament plus de régulation, de contrôle des entreprises. Ce sont deux visions qui s'opposent frontalement sur ce sujet. Ça rejoint un sujet qu'on avait commencé hors antenne tout à l'heure, qui est pour que les entreprises soient crédibles, si aujourd'hui on est prêt à leur accorder du crédit, et pour ne pas que ce crédit disparaisse, il faut que les patrons, il y en a un certain nombre qui sont de ce point de vue, heureusement, c'est pas juste le libéralisme à tout craint, il faut que les entreprises, il y a des secteurs qui sont plus visés que d'autres, acceptent un certain niveau de régulation, voire d'autorégulation, pour écarter les brebis galeuses. Et il y a des brebis galeuses et il faut les écarter. C'est l'affaire Orpea qui te fait réfléchir à ça. Hein, moi, l'affaire Orpea, elle est tout à fait symptomatique parce qu'on est rentré ensuite dans un débat qui est le meilleur gestionnaire de services publics. Hein. C'est vrai que l'accompagnement de fin de vie, c'est une forme de service public. Est-ce que c'est le privé ? Est-ce que c'est le public ? Alors qu'on sait que c'est plutôt le privé. Mais donc ça pose une question, est-ce qu'on peut gagner de l'argent sur des gens qui sont en situation de faiblesse? Et quand on regarde ce qui se fait aux États-Unis sur un certain nombre de professions, on accepte effectivement de transférer des services qui sont des services publics ou quasi-publics au secteur privé, mais à la condition expresse qu'il y ait une autorégulation qui se mette en place sous l'œil vigilant de l'État. Parce que l'État ne peut pas être partout. Enfin, cette idée que l'État est derrière chacun d'entre nous, ça n'existe pas, et ça de moins en moins, et heureusement d'ailleurs. Mais encore faut-il que sur des secteurs qui sont des secteurs, ça concerne le climat, ça concerne un certain nombre de sujets, les entreprises soient exemplaires, et cette exemplarité, elle doit l'avoir avec une autorégulation qui est investie d'un pouvoir de sanction. Vous avez un mot là-dessus. Moi, ça me fait réfléchir sur autre chose, c'est que, donc,
effectivement, libéral, etc. et tout, pas de problème, le privé est le meilleur gestionnaire. L'État et le secteur public te protègent de l'avidité absolue. Tu vois, le greed du milieu des années 80. C'est-à-dire, là, si tout ce qu'on commence à savoir se confirme sur Orpea, ça, dans le secteur public, c'est pas possible. Tu peux faire beaucoup de conneries, mais l'avidité totale d'aller te goinfrer à droite à gauche et de préparer ton départ... L'initié, notamment. Tu penses à ça? Ouais, enfin visiblement ça va même au-delà, quoi. Oui, Tu vois, voilà. oui, c'est effectivement ça. Le public te protège de ça. Non, mais c'est juste, voilà, c'est juste ma réflexion, elle est là-dessus. Ça sert à ça. Hein. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Tiens, pendant qu'on y est, parce que Juliette, EDF, c'est quand même l'inflation. Il faut toujours avoir en tête les 23 milliards là, qui sont dépensés pour bloquer l'énergie pendant 4 mois, voilà, à peu près 4 mois. EDF, position de Jean Perlevade, qui lui aussi en a fait des conseils d'administration sur les dernières exigences de l'État. La décision de l'État est une négation brutale du rôle du Conseil, donc du Conseil d'administration et des administrateurs. Ils ne servent à rien, sinon à servir le cas échéant d'alibi. Ma conviction personnelle est qu'ils n'ont qu'une seule réponse possible, la démission collective. C'est horrible comme question. Jean Perlevade, c'est quelqu'un de très bien. Donc, je ne me permettrai pas de remettre en cause ce qui a été écrit. En revanche, là, on est en train de parler de la modification de la législation à Rennes. Ouais. Sauf erreur de ma part. Donc, c'est l'État tuteur, régulateur. Ouais. Le conseil d'administration, c'est l'État actionnaire et administrateur. Ouais. Donc, je pense qu'il faut Séparer les deux. séparer un peu les deux et ne pas tout mettre dans le même panier. Même si, Second en l'occurrence, point. l'évolution de la régulation t'amène à amputer Oui, mais la l'évolution, profitabilité de l'entreprise de plus de 8 milliards. Oui, mais pourquoi tu as une évolution de la réglementation sur la Rennes ? Il faut se souvenir quand même que sur le secteur d'EDF, on a une petite législation européenne qui, à un moment donné, a mis fin au monopole et a permis l'ouverture à la concurrence du marché en France, et qu'une des conditions était mise sur la Rennes pour permettre aux alternatifs d'avoir accès à la Rennes. Ok, Donc ça, c'est un Juliette. premier point. Second point, sur la Rennes, il faut quand même se dire qu'on a aussi une autorité administrative indépendante en France qui s'appelle la CRE, qui a dit qu'il faut relever le plafond de la Rennes, en échange d'une augmentation d'ailleurs de la rémunération d'EDF sur la période. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que dire que tous les administrateurs devraient collectivement démissionner, ce qui était la conclusion du papier, dire que l'État actionnaire ne doit pas exister, dire que tout ça Non, a c'est été pas que l'État imposé, actionnaire ne doit pas exister, ça c'est qu'il ne bénéficie peut à pas qui, la gérer Rennes ? comme ça une entreprise. Mais c'est pas lui qui gère, là, c'est l'État régulateur qui intervient, qui prend des législations pour réguler un secteur qui est ouvert à la concurrence. Il Et en faut tant qu'État dissocier. régulateur, tu Pour toi, dois il y a dissocier la les fameuse deux. muraille de Chine entre l'État régulateur et l'État actionnaire. Mais bien sûr. D'accord, Et l'État intéressant. régulateur, il fait quoi sur la Intéressant. Rennes ? La Rennes, il dit aujourd'hui, on est sur un secteur ouvert à la concurrence. Il y a des citoyens français, la rente nucléaire, elle leur bénéficie à tous. Pourquoi il n'y aurait qu'une partie qui aurait le droit à l'accès à la Rennes et Arrête. pas les autres ? C'est pas pour les citoyens français, ça va engraisser justement les actionnaires d'une concurrence. C'est quelqu'un qui avait dit ça, c'est on joue à la dinette de la concurrence, d'une fausse concurrence. Enfin, franchement, Total Energy, ils ont besoin de la Rennes, Engie, ils ont besoin attends, de attends. la Rennes. Enfin, Moi, c'est autre chose, si tu veux. Moi, je pense qu'il ne faut pas et mélanger après, deux c'est choses. tous les petits courtiers qui produisent rien. qui vont se goinfrer. Non, ça m'exaspère. Tu es sur un sujet macro, qui est le sujet macro. Est-ce que oui ou non, on considère que la concurrence dans ce secteur est bonne en France, est bonne en Europe, n'est pas bonne ? Donc ça, c'est une question. L'écrit de M. Perlevade, c'est de dire les administrateurs devraient démissionner au sein d'une entreprise par rapport à des comportements d'administrateurs. Non, mais je comprends. C'est deux intéressant. sujets complètement différents. On a le niveau macro, on a le niveau entreprise. Ok. La réalité, c'est le statut très particulier de cette entreprise qui s'appelle EDF. La France prend des positions politiquement courageuses sur les centrales nucléaires. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Le président vient de dire qu'on allait en faire davantage, ce qui me paraît une excellente idée. Mais bon, je suis ingénieur. Vas-y. Mine, alors. c'est normal. Mais ensuite, est-ce que EDF doit vendre son électricité au prix marginal ? Et est-ce que dans le fond, et c'est le vrai sujet, cette rente nucléaire et donc cette électricité bon marché, à qui elle doit aller et comment elle y va ? Et est-ce qu'il est normal qu'une entreprise dont la finalité est d'abord de faire du profit puisse bénéficier d'une rente qui est en réalité une décision complètement politique ? Moi, je trouve quelque part qu'il devrait y avoir
je vais être audacieux, une quasi-scission d'EDF. C'est-à-dire qu'il y aurait un EDF qui vendrait aux particuliers et aux entreprises. Mais aux particuliers, pas à Total, enfin, Patrick, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pourtant ça qui se passe. C'est à Total Énergie qui va le vendre. Le sujet, c'est d'abord le sujet qu'on veut adresser aujourd'hui. Le sujet qu'on veut adresser aujourd'hui, c'est d'abord la facture de la fin du mois du particulier. Eh ben, le particulier, il a le droit de retourner au tarif réglementé. À un moment, on se pose la question. Qui retourne au tarif réglementé. J'ai aucun problème avec ça. Mais que ce soit EDF, enfin, tu te rends compte ? Je veux dire, donc, on va te dire, écoute, Patrick, t'es gentil, mais un quart, donc toi, t'es pas producteur, on va dire t'es commerçant, un quart de tes vendeurs, en fait, ils vont travailler pour les concurrents parce que t'es un peu trop gros, un peu trop fort. Mais t'inquiète pas, hein, c'est pour le bien des consommateurs. Mais ça va pas, non, mais où est-ce qu'on a vu ça ? Et c'est Total Énergie, Engie. Les deux plus gros bénéficiaires de l'ARENH, c'est Total et Engie. Marche sur la tête. Non, mais à la limite, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la gouvernance. Voilà, au niveau de la gouvernance, c'est un point, mais effectivement, après, c'est la question macro. Et la question macro, c'est quelle place tu veux laisser à la concurrence ou pas, en France, en Europe. Mais sur la gouvernance, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça n'apporte pas ? L'État régulateur, l'État actionnaire. Ne mélangeons pas. Et franchement, l'écrit qui va dire l'État actionnaire est un mauvais actionnaire, il faut en sortir. J'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes débats qu'on a depuis plus de 100 ans. Donc, il y a des gens qui ont des positions... On est pour l'État actionnaire, d'autres qui sont contre l'État actionnaire. Donc je respecte. En revanche, tirer d'une position personnelle, parce que c'est ce qu'on peut lire entre les lignes de l'article, je considère que l'État n'a pas à être actionnaire. Une conclusion qui est les administrateurs démissionner tous. Je veux dire, il faut arrêter sur la grande démission américaine qui, je veux dire, ça va sur Orpea, ça va sur EDF, on arrête la grande démission, on met un peu de mais j'entends l'État régulateur, l'État actionnaire, la muraille de Chine entre les deux, c'est très intéressant. Jérôme. Bon, EDF n'est pas là, l'objectif d'EDF n'est pas que de maximiser les profits, une notion de service public, hein, c'est de fournir de l'électricité aux Français. T'as le tarif réglementé c'est en ce sens, à mon avis, que l'État siège encore au conseil d'administration. Il ne faut pas oublier que c'est une ancienne entreprise publique. Alors, qui a finalement, au gré durant les dernières décennies, au gré des négociations syndicales, octroyé à ses employés les avantages de la fonction publique et les avantages du privé sans les inconvénients. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails, mais tout le monde voit bien de quoi je veux parler. Après, si ce n'est pas le gouvernement qui instaure, qui insuffle un peu de concurrence dans le secteur, bah, ça va être la Commission européenne, ça va être Bruxelles. Regardez ce qui s'était passé pour les télécoms, par exemple. Oui, mais vas-y. Le marché avait été une première fois ouvert par Bruxelles en imposant, à l'époque, c'était pas Orange, c'était encore France Télécom, Bouygues SFR, Bouygues et SFR, et puis une deuxième fois, ensuite, quand il y a eu ce triumvirat qui, on a l'impression, s'entendait un petit peu sur les prix quand même, a réouvert le marché à Free en imposant l'ouverture de l'infrastructure. C'est pas la Commission européenne qui a ouvert à Free, c'est François Fillon qui a ouvert à Free. Ah bon, ok. Ah oui, non, c'est pas la Commission européenne. Non. Bon, mais en tout cas, pour Bouygues et SFR, quand c'est pas le gouvernement, ça aide. Voilà. Elle maintient, en gros, il y a une espèce de règle non dite qu'il faut au moins 3 opérateurs par pays, ce qui pose quand même des problèmes à un moment sur la puissance et la rentabilité de nos entreprises de télécom, mais c'est un autre sujet. Mais sur le 4e, en l'occurrence, et Xavier Niel lui a vraiment rendu hommage tout le temps, même quand il était au fond du trou. Dans ce cas-là. C'est François Fillon qui a poussé. Voilà. Et je vous renvoie d'ailleurs à l'interview de Thomas Philippon, donc de l'économiste Thomas Philippon qu'on a diffusé avant-hier, et qui fait le parallèle entre ce qui s'est passé aux États-Unis, où on a laissé en fait l'oligopole se reconstituer autour des télécoms, et où on se retrouve avec des factures qui sont 10 fois plus importantes qu'en Europe, avec un service dégradé et des réseaux dans un état épouvantable, et puis ce qui se passe en France et en Europe. Voilà. Question de positionnement sur la concurrence, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte pas, au-delà du discours politique, et de dire Bruxelles impose, donc on fait, parce qu'effectivement, l'ouverture à la concurrence peut quand même avoir des vertus. La différence, ma chère Juliette, c'est que, en l'occurrence, tous les opérateurs télécoms ont des antennes et un réseau. En ce qui concerne l'énergie, il y a un producteur, tu vois, et c'est donc là que la concurrence me semble totalement J'entends ton point, mais c'est pour ça sans doute que ce dont nous parlions tout à l'heure en termes de positionnement sur comment tout ça va se transformer dans les mois qui viennent, il y a quand même une réponse qui est de se poser la question, qu'est-ce qui relève des citoyens, des missions d'intérêt public, de l'intérêt général, et qu'est-ce qui relève d'une activité commerciale qui peut permettre justement de se poser la question de, on va peut-être essayer de regarder en termes de
de charges et de fonctionnement de personnel. On va peut-être pousser un peu la digitalisation, un peu l'internationalisation. Il faut regarder l'histoire d'EDF par rapport à ça. Quand est venue l'internationalisation ? Bon. Faut regarder les dates. Tu l'as la date ? 98. Et tu regarderas les ouvertures, les ouvertures du marché Bruxelles, justement, à la concurrence. Et donc, qu'est-ce qui a poussé à des changements de stratégie pour le groupe EDF ? Et aujourd'hui, on est quand même assez content qu'EDF ait ce positionnement-là. C'est de pouvoir aller dans le monde. à l'international. Ça fait des changements de stratégie, ça fait des changements de social en interne, donc digitalisation, meilleure offre de services, etc. Ça se motive, ça se challenge un peu. Est-ce que c'est mauvais ? Pas sûr. Bah oui, quand tu as régulièrement l'État qui te dit « Tiens, au fait, là, on va vous ponctionner 8 petits milliards en passant », c'est compliqué quand même. Non, mais là, c'est un mélange des genres. Là, c'est un mélange des genres. C'est qu'un mélange de genres. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart, les amis. Patrick, juste question, donc juge au tribunal de commerce, optimisme général des petits patrons, étude des Échos la semaine dernière, optimisme inédit, très confiants sur leur croissance, leur solidité financière, l'avenir de leur entreprise, confiants dans leur capacité de production dans les 3 ans qui viennent, malgré la pénurie et les hausses de coûts. Tous les nuages sont écartés, enfin ce que tu vois toi, PGE, dette sociale, etc. Il n'y a plus de sujet, il n'y a vraiment plus de sujet. Non, les nuages ne sont pas... Pour moi, les nuages ne sont pas écartés. Et notamment le nuage de l'inflation qui est arrivé est là pour durer. Mais sur la situation des boîtes, sur la situation, sur la situation des PME en France, c'est vrai qu'on était à un point bas pendant toute la période Covid, mais ça on pouvait comprendre puisqu'il n'y avait plus d'assignation de la part de l'URSSAF, d'ailleurs qui revient quand même modérément. Donc il y avait une construction, je sais pas, plus de 30 ou 40% des assignations en liquidation judiciaire, elles viennent notamment des URSSAF ou du Trésor public. Et ça avait complètement disparu. Et aujourd'hui, on reste encore dans un point d'étiage qui est bas. Mais il y avait aussi quelque chose qui est intéressant. Et ça veut dire, ce que tu me dis là, c'est que les URSSAF courent toujours pas après non, les dettes sociales. Non, pas avant les élections. Et il y a un sujet qui est intéressant. Il y a un sujet qui est intéressant, c'est aussi celui de voir que les gens ont commencé à prendre conscience qu'il y avait d'autres moyens de traiter les difficultés qu'attendre le dernier moment. Alors ça concerne moins les toutes petites entreprises qui n'ont aucune sophistication financière, mais pour celles qui sont de taille intermédiaire, il y a la sollicitation du tribunal pour des procédures qui sont des procédures confidentielles, qui sont les procédures de mandat ad hoc ou de conciliation, et celles-là, elles ont pris un essor absolument formidable et ça se maintient. Super nouvelle. Donc ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça évite d'être le pied au mur. Tu te souviens que oui, évidemment, toi tu t'en souviens, mais la présidente donc, de l'ensemble des tribunaux de commerce, Sonia Arroas, était venue là nous dire ça justement, nous dire il faut profiter de cette période pour pousser la porte du tribunal et pour venir juste discuter avec nous. Voilà. Et donc tu confirmes, c'est vraiment ce qu'il faut continuer à faire. Il faut continuer à faire et les banques ont commencé, enfin les banques notamment, ont trouvé les outils pour répondre à ces problématiques. C'est intéressant, hein. Jérôme, tu as oui, alors on assiste en ce moment à des grandes manœuvres, notamment fusion, acquisition des grands groupes qui rachètent des petits. Ah oui, là tu parles de... Oui, c'est le sujet que tu lançais. Hein. Alors allons-y sur les... Oui, tout à fait. Et là-dessus, il faut toujours encore, et là on parle encore d'autorité de la concurrence, c'est-à-dire comment on insuffle de la concurrence au sein d'un marché, tout ça c'est lié. C'est que à la fois toutes ces fusions, ces acquisitions permettent de faire de grands consortiums qui vont bénéficier de rendements d'échelle croissants. Ça, c'est bon pour le consommateur, mais à terme, il ne faut pas non plus que ça se transforme en pouvoir de marché, pouvoir économique trop concentré, ce qui, à long terme, peut être délétère pour le consommateur qui, face à un monopole, ne peut plus rien négocier. Et c'est toute la thèse de Thomas Philippon qui est qu'aux États-Unis, au tournant des années 2000, il y a eu cela. Essentiellement d'ailleurs pour des raisons de politique et de lobbying, les chiffres qu'il donne, allez revoir l'interview sur le financement des campagnes électorales, mais très très impressionnant. Parce qu'on dit sans arrêt, il y a énormément d'argent dans les campagnes électorales aux États-Unis. Ouais. Quand on voit les chiffres, c'est sidérant. Donc essentiellement pour ces raisons-là, la concurrence s'est affaissée en fait. Et le consommateur américain, et même le PIB américain, en est la première victime. Et là aussi, il donne des chiffres spectaculaires. Ces grandes manœuvres, Patrick, là, c'est... Non, moi, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est un moment là où, selon l'adage, easy money makes stupid decision. Les entreprises sont gorgées de cash, il y a assez peu de rendement à aller chercher, et c'est les moments où on se met à racheter des trucs très très chers, sans forcément en avoir besoin et sans forcément savoir ce qu'on va en faire. Je mettrais sous un angle un tout petit peu différent.
les entreprises, elles n'ont pas terminé, pour certaines d'entre elles, les adaptations nécessaires du fait de la digitalisation, du fait, par exemple, dans le secteur automobile, de la transformation considérable de ce qu'était une automobile au siècle dernier et de ce qu'elle sera en 2040. Ça n'a juste rien à voir. Ça n'a juste rien à voir. Et les investissements dont on parle sont tellement conséquents que l'effet d'échelle est, me semble-t-il, nécessaire à la réalisation des économies. Faute de quoi, si on essaye de faire par petits bouts là, par petits bouts là, on n'arrive pas à déplacer des montagnes. L'exemple pour les grands distributeurs, si on parle de la grande distribution... De Carrefour, par exemple. Oui, je ne vais pas citer Carrefour en particulier, qui fait de son mieux. C'est comme les candidats à la présidentielle. Mais non, mais l'exemple des grands distributeurs face au challenge considérable d'Amazon, c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est la centième fois, est tel qu'on est obligé, pour essayer de tenir tête à ces monstres, de le faire en grand et en très grand. Moi, je le vois, et j'en parlerai pas parce que je suis tenu en tant qu'administrateur, mais je le vois sur Valeo, où on vient d'annoncer une opération très intéressante qui était de racheter à Siemens la part de la joint venture qu'ils avaient sur les moteurs électriques. Ça permet à la division moteur électrique de Valeo d'être encore plus forte, encore plus puissante pour proposer aux constructeurs des moteurs plus adaptés. Voilà, je referme la parenthèse. Mais c'est vraiment pour moi cette idée... Sauf qu'en face, tu as quand même régulièrement des problèmes d'intégration, quoi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup raconté ces grosses fusions qui, à l'arrivée, en fait, étaient assez souvent décevantes. Tout est dans l'exécution. Tout est dans l'exécution. Tout est dans l'exécution. Ouais, moi, j'ai été, quand j'étais banquier d'affaires, j'ai été parfois artisan de fusions qui se sont merveilleusement bien passées. Qui se souvient aujourd'hui qu'Adecco, alors c'est une affaire de service, c'était Adia et Eco. Plus personne. C'est devenu un leader absolument mondial du travail temporaire. J'en ai connu j'en ai connu beaucoup. Ensuite, et ça, c'est tout début que ça se passe. Il y a cette fameuse histoire qui est connue, qui est l'histoire des 100 jours. Si dans les 100 jours, chacun de dirigeant au N-2, N-3, c'est exactement où il va être positionné, il n'y a pas de sujet, ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais si on attend qu'on commence à payer des McKinsey, j'aime beaucoup McKinsey, des BCG et des Ben et je ne sais pas qui, pour savoir comment on va intégrer, à ce moment-là, c'est la foire d'empoigne et on détruit de la valeur. Juliette ? Moi, la seule petite inquiétude que j'ai dans ce contexte-là, parce que je suis complètement d'accord, il faut à tout prix qu'il y ait des ensembles qui soient capables de supporter ce qui arrive en termes d'investissement, de changement, et on parle du secteur automobile, je veux dire, avec les engagements qui ont été pris en termes d'impact climatique. Évidemment, il faut emmener tout l'écosystème et il faut réussir à construire les véhicules de demain qui seront accessibles à tous. La seule petite inquiétude que j'ai, c'est le climat social actuel, avec des gens qui sortent de là fatigués. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'être capable de soutenir les dirigeants, les responsables d'équipe, les hauts managers, pour qu'ils soient capables d'enlever tout le monde et de redescendre la pression, je pense que ça va être le plus gros challenge des entreprises dans l'année qui vient. C'est une puissante affaire de management. Vas-y, Patrick. Non, parce que en fait, vous faites le lien avec un sujet qu'on évoquait sur le partage du gâteau. Moi, j'ai toujours été fasciné, alors dans les 20 années où j'ai fait du capital investissement, aussi bien chez Lazard avec fonds partenaires qu'ensuite chez Euraseo, j'ai toujours été fasciné qu'à partir du moment où on arrive réellement à mettre en place des outils qui ne sont pas juste des petites primes qu'on file comme personnel merci. Enfin, moi, ça m'a toujours donné l'impression que c'est comme au casino, on dit personnel merci ou c'est un pourboire. Mais quand on transforme vraiment les collaborateurs par des systèmes d'action gratuite, par des systèmes d'intéressement, mais vraiment construits, où ils se mettent, ils deviennent actionnaires, co-actionnaires et co-responsables de leur entreprise. À ce moment-là, en dépit de la fatigue qui est réelle, que je ne cherche pas du tout à atténuer, les gens sont intelligents, à quelque niveau que ça soit, c'est ça. Et ils intègrent l'intérêt pour l'entreprise, et ils intègrent l'importance de décisions qui, d'une certaine manière, peuvent leur être à court terme légèrement défavorables parce qu'elle est favorable au plus grand nombre. Et moi, j'étais fasciné de le voir sur le terrain. Jérôme, tu voulais ajouter un truc ? Oui, alors un petit pas en arrière sur toutes ces acquisitions, ces fusions. Ouais. Attention aux logiques impérialistes qui permettent à finalement des dirigeants d'entreprise de les faire grossir pour s'octroyer un plus gros salaire. On l'a vu. Et de racheter des boîtes pour les tuer.
Ouais, aussi. Tout simplement. Donc, faut faire quand même attention Logique à cela. impérialiste Attila. Ouais, tout à tu fait. parlais du conseil, du recours au conseil de toutes ces boîtes, des cabinets de conseil que tu as nommés, et tu dis quand c'est ça dans les 100 premiers jours, c'est mauvais signe. C'est aussi parce que souvent, ces entreprises y recourent pour faire passer la pilule. Elles savent déjà ce qu'elles veulent, faire la réforme qu'elles veulent adopter, et puis elles passent par des cabinets de conseil pour légitimer cette réforme-là en disant, vous voyez, c'est pas nous qui c'est des gens... C'est Bain. Voilà, exactement. On n'y peut C'est le rien. coup de tampon. Ouais. C'est Bain. Et puis, sur le finalement, toi, ce que tu soulignes là à l'instant, pour revenir maintenant raccrocher les wagons, c'est le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises. Et pour moi, c'est là un enjeu, en fait. C'est un enjeu. Alors, il faut... En termes d'opérabilité, ou je ne sais plus quel terme tu emploies, il y a eu ça, il faut faire attention comment c'est mis en œuvre. Parce que quand c'est un intéressement par, je ne sais pas, du salaire supplémentaire, des primes, des bonus, du dividende salarié, appelons ça comme on veut, Non, mais alors justement, là, c'est un sujet. Ah non. Ah non. Donc, quand c'est un intéressement au niveau sur la performance individuelle ou celle de l'équipe, ce qu'on voit humainement, c'est que ça se passe souvent très mal. C'est-à-dire qu'au sein de grands groupes, notamment des grands groupes français, on recueille des témoignages tous les jours de cadres qui se plaignent, qui se disent mais en fait, entre collègues, on est obligé de se mettre des bâtons dans les roues parce que chacun court après sa prime. Alors soit auprès de son collègue proche, soit c'est une équipe qui essaie de poignarder l'autre équipe, et sur le terrain, ça donne une ambiance humaine qui est délétère, contre-productive pour l'entreprise. Donc c'est pas facile à mettre en œuvre tous ces systèmes d'intéressement, de primes. Quand c'est au niveau général de l'entreprise, pourquoi pas? Mais bon, apparemment, tu es contre le... Non, c'est la notion. C'est la notion de la financière. Elle va nous le dire après, justement. D'accord. Bon, voilà. Non, mais voilà. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sur ces questions-là et essayer de trouver... alors, je ne sais pas quelle marge de liberté peuvent avoir aussi les entreprises. On peut imposer, on peut faire un prolongement de la prime Macron. Enfin, il y a plein de façons de faire. Oui, attends, parce que... Qui ouvre à ce grand débat du partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Il y a plein de sujets. Juliette, oui, donc, ce mot de dividende salarié, qui est un peu notre sujet de la semaine, ça me perturbe un peu. Ça me perturbe un peu. Soit c'est du dividende, soit on est salarié. Alors, du coup, tu peux être actionnaire salarié et tu as du dividende. Salarié, ouais. Mais je veux dire, on a Oui, mais des c'est outils du dividende en tant extraordinaires. qu'actionnaire. Mais c'est pas... La notion de dividende salarié en ce moment, il faut juste remettre les choses au centre. Le dividende, ça rémunère un risque. Bon. Ça rémunère un risque, donc on est actionnaire, on prend un risque et on est rémunéré pour ce risque qu'on prend. Et il faut quand même se souvenir, la notion de partage de la valeur, c'est très compliqué d'appréhender ce sujet parce qu'on essaye justement de lui mettre un énorme chapeau. On va tous englober avec 2-3 réponses qui seront adaptées à toutes les entreprises, qu'elles soient secteur service ou d'autres secteurs, toutes les tailles, etc. Et on oublie qu'il faut effectivement garder, parce que la notion de partage à valeur, elle répond à la problématique qu'on donnait tout à l'heure, qui est comment est-ce qu'on crée au sein de l'entreprise ce collectif qui veut avancer ensemble, et j'irai plus loin, c'est partage à valeur et partage des valeurs. Donc, et ça, je pense que c'est très important de garder ce système-là. Donc plutôt que de vouloir créer plein de chapeaux ou plein de petits sous-tiroirs en disant c'est la recette magique, on a la chance en France, c'est génial, actionnariat salarié, intéressement, participation, on a un temps d'avance. Voilà, c'est une invention française en gouvernance, moi j'adore. Ouais. Donc on a le recul, utilisons le recul qu'on a. Ça a été utilisé dans plein d'entreprises et ça leur a vraiment sauvé la vie, l'actionnariat salarié. C'est contre les OPA, contre etc. Donc je veux dire, on a ces outils-là. Prenons le temps de recul pour regarder les outils et nous dire, OK, on a de bons outils qui ont fait leurs preuves, qui sont français. Comment est-ce qu'on fait pour les améliorer au regard de l'expérience, pour permettre au plus grand nombre d'entreprises de s'en saisir, si elles souhaitent s'en saisir, et de choisir l'outil qui est adapté Je suis assez d'accord. À leur demande. D'autant que c'est un sujet sur lequel je n'ai jamais vu un fonds d'investissement anglo-saxon ou qui que ce soit s'opposer aux termes favorables ou plus favorables qui sont donnés aux salariés pour rentrer dans le... C'est même le contraire, Patrick, de ton expérience. Et ils ont raison. Sans arrêt, ils mettent ces systèmes en place. Et ils ont raison, parce que c'est ça qui motive tout le monde. On a vérifié que souquer dans le même sens, mais bien sûr. C'est beaucoup plus efficace qu'un cliquetis de rame qui sont totalement inadaptés. Bon, après, c'est vrai que c'est sans doute plus compliqué dans les PME, mais c'est vrai que ça amène ce moment où le chef d'entreprise est obligé de s'expliquer sur... effectivement, le partage de la valeur. Comme tu le dis, tu as des secteurs où tu as besoin de CAPEX, où tu as besoin d'investir, où tu as besoin de beaucoup investir, d'autres où tu en as moins besoin, où tu peux peut-être davantage distribuer. Voilà, c'est chaque entreprise. Le point très intéressant, c'est que ça se dialogue avec les syndicats aussi. Oui.
Et certains sont rétifs, on voit des nuances entre la CFDT d'un côté, je prendrais FO à l'extrême de l'autre, mais ça se dialogue sur le terrain. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous demander la mesure, parce que en plus si vous y avez réfléchi, puisque je disais les patrons reçoivent les différents candidats, enfin... Tu y as réfléchi, Juliette, quelle proposition t'aimerais entendre d'un candidat idéal? Oui. Tu dirais, waouh, voilà, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Tu as réfléchi au truc ou pas? Alors, moi, je vais répondre sur le process, honnêtement. J'aimerais juste qu'on simplifie un petit peu le cadre légal d'exercice des entreprises. Et le jour où j'ai un candidat qui s'engage là-dessus, qui dit « je veux simplifier vraiment le cadre », et donc on arrête de nous sortir des textes tous les 4 matins. On est dans un contexte, je veux dire, on a un nombre de challenges à venir dans les 3 ans qui sont énormes, quoi. Simplifions les choses et honnêtement, reconnaissons. J'ai lu l'autre jour une ministre qui est sortie en disant c'est merveilleux, on est en train de reconnaître le droit à l'échec en France au niveau des entreprises en disant en fait c'est très bien qu'un entrepreneur échoue parce qu'il y a de bonnes chances que la fois d'après il y arrive. Ouais. C'est culture américaine, c'est parfait. Moi j'aimerais dire mais j'adorerais voir ça aussi en termes de mentalité politique, qui est de dire, plutôt que de pondre des nouvelles législations qui font 150 pages, essayons parfois, surtout dans un contexte qui va être compliqué, d'avoir des textes plus simples, plus réduits, quitte à faire de l'expérimentation, quitte à dire, ça marche pas, on généralise, on généralise pas. Donc pas de dividendes salariés. Voilà. Comment s'appelle ce jeune philosophe-là qui cherche à se présenter et qui, justement... Je vois pas. Ah oui, bien sûr. Oui, qui fait Mon Dieu, qui fait son nom m'échappe. Ça reviendra. Oui. Qui est parti à cheval. Qui est parti à cheval, exactement. Jérôme. Oui. Non, mais tu as réfléchi à... Non, oui. Pour nous faire gagner du temps, je vais dire le partage de la valeur ajoutée au sein de l'entreprise. Ce qu'on vient de mentionner. Mais le MoDem fait des propositions en ce sens. Et donc il faudrait que ce soit une décision politique? Tu veux pas laisser ça entre les mains des entreprises? Mais pour l'instant, est-ce qu'elles peuvent vraiment faire ce qu'elles veulent? J'ai pas l'impression. Oui, tu as tous les dispositifs. Non, mais il faut les encourager. Baisse le forfait social, quoi, si tu veux. Faut encourager, il faut simplifier, il faut que ce soit plus lisible. Bon, tu veux une réforme plus de fond, alors non, on en est loin. Non, mais je vais t'en donner une, mais on en est loin. Ce serait, alors ça nous enverrait sur des débats, mais pour moi, c'est un truc d'avenir. Ce serait de permettre aux électeurs de voter sur une partie de l'impôt, de savoir où il va exactement leur impôt à eux. Ce qui permettrait finalement aux électeurs, alors ceux qui sont typiquement antimilitaristes diraient je veux que cette partie de mon impôt sur laquelle on me demande de m'exprimer ne va pas au ministère de la Défense, mais va plutôt dans les hôpitaux, dans ceci, cela. Et chacun se reste finalement sensibilisé. Et de nouveau, en fait, parce que tout le monde se plaint de payer l'impôt en France, alors qu'il y a quand même tous ces services publics. Intéressant. Et donc voilà, on pourrait faire ça. 10-15% de l'impôt, on aurait la liberté de l'affecter. On aurait la liberté de dire voilà où il va. Et ça permettrait aussi au ministère de se comporter de manière plus responsable, parce que la manière dont le ministère conduirait sa politique et la mettrait en œuvre, finalement, il passerait sous les fourches codines de l'évaluation citoyenne. Tu sais que tu ouvres quand même le vieux débat sur qu'est-ce qu'on fait de l'impôt, à quoi ça sert, est-ce que ça tombe dans le pot commun, est-ce que c'est affecté à... un impôt qui est quand même une avancée fondamentale de 1789. Donc, tu sais, tu as vu dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires qui commence à s'inquiéter, notamment autour de toute la fiscalité écologique, d'une baisse en France du consentement à l'impôt qui est historiquement très très forte. Ce qui nous vaut d'ailleurs ces taux d'intérêt très avantageux. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Tu regardes l'impôt sur la fortune, c'est pour ça qu'ils ont tous demandé à gauche, l'échiquier, de remettre l'impôt sur la fortune, mais avec un côté écologique. Oui, mais c'est différent là. C'est presque, à la limite, c'est presque la loi TEPA. C'est-à-dire tu payes ton impôt sur la fortune ou alors tu vas l'investir dans des boîtes en croissance, etc. Je te parle même pour le particulier. Particulier. Patrick, tu as pu réfléchir? Non, mais moi j'y réfléchis de la même façon, mais c'est pas simple, parce qu'en réalité, ça rejoint ce que je viens de dire sur les grandes manœuvres, la France est devenue un petit pays. Quand je vois qu'il y en a qui pensent régler le problème du numérique avec un livret A numérique, ça me fait sourire. Tu as vu mon tweet. Bon. C'est comme ça qu'on va taper sur Amazon et Alibaba. En réalité, on a une vraie difficulté qui est qu'il faut faire, en tout cas sur certains sujets, on peut débattre d'autres, il faut faire cette Europe. Et donc celui qui s'engage non seulement à simplifier la réglementation qui s'applique aux entreprises, mais à faire en sorte, peut-être pas avec l'Europe des 27, mais avec une Europe des 5-6, la subsidiarité ça existe, de construire
sur un certain nombre de sujets, une vraie réglementation commune et qui soit pas subsidiaire par rapport à la réglementation européenne, qui soit la réglementation commune qui concerne l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et quelques-uns, et le Benelux, et ben celui qui ferait ça donnerait un coup d'oxygène pour nos entreprises et notre économie qui serait formidable. Là, t'es pas au mieux. Là, je suis pas au mieux. Avec ta proposition, t'es pas au mieux. C'est grave. Hein. Oui, mais c'est une très bonne proposition. Ouais, il n'a pas aimé. C'est Éric Zemmour. Alors, j'étais surpris. Tu sais, donc Éric Zemmour a été visiter Ledger. Ouais. Donc, déjà, c'est pas mal quand même. Tu vois, Ledger, boîte investie dans les cryptos, etc., l'une de nos licornes, machin. Et il a sorti un certain nombre de propositions sur le digital, sur le numérique. J'ai pas eu le temps d'aller les regarder, je dois dire, mais c'est vrai qu'il est remonté sur les réseaux sociaux une proposition de créer, alors il dit, ce qui ressemblerait à un livret A, et ce qui vous permettrait d'investir dans les start-up et des entreprises en croissance. Enfin, Patrick, c'est exactement ce qu'a fait BPI France avec son premier fonds, là, avec 500 lignes. Ils en créent d'ailleurs un deuxième. Mais il y a deux choses qui sont complètement différentes. Il y a le financement d'innovation. Et c'est pas parce que tu permets à tout un chacun de mettre un peu d'argent dans l'innovation que tu bouleverses le financement de l'innovation et que tu vas... Non mais d'accord, mais tu vas ramener 150 millions avec ça, c'est bien. Tu as la question, mais ça c'est effectivement... Et on peut s'étonner que les banques ne l'aient pas plus largement favorisé. Ça rejoint d'ailleurs un autre sujet qui, à mon avis, c'est pas pour aujourd'hui, qui est le sujet de la retraite par capitalisation, retraite par répartition. Non, c'est pour demain. Ça revient demain. La réalité, c'est qu'on n'a pas permis, et ce qui crée toutes ces difficultés consentement à l'impôt, il y a des très riches qui sont devenus très riches parce qu'ils jouent sur les cryptos, etc. Et ils gagnent des centaines de milliers d'euros par mois, et donc ça fait rêver tout un chacun, voire même des gens qui minent les crypto-monnaies en Afrique. À Kinshasa, il y a des gamins qui, avec des ordinateurs, minent les crypto-monnaies et qui se font beaucoup plus d'argent qu'en feront leurs parents pendant toute la durée de leur vie. Et tu as ces laissés pour compte. Et donc, faire en sorte que, d'une certaine manière, cet accès à la manne technologique bénéficie au plus grand nombre. Oui. Mais est-ce que c'est le livret écoute, c'est le livret de BPI France. Moi, j'ai trouvé que c'était une réalité formidable. Le minage. Formidable. Le minage. Non, quand je vois l'impact sur le Kazakhstan, je suis désolée. Il y a juste un moment, l'énergie, on en discute. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, ça a fait sauter le réseau électrique du Kazakhstan, hein, c'est ça. Oui, et puis il y a des petits sujets de géopolitique derrière, quand même. On m'a expliqué que ça allait consommer beaucoup moins d'énergie. Bon, partons pas sur le minage. Ça aussi, ce sera pour demain. Non, mais il y a déjà. Tu fais les sujets de demain. La proportion de Français qui détiendraient des cryptos, alors c'est des petits montants, est supérieure à la proportion de Français qui sont actionnaires. 8%. 8% de Français. Mais le truc. Non, mais attends, je vais vous donner les chiffres parce que je préparais l'émission de demain, donc je les ai tous en tête. D'accord. Donc 8% ont soit des cryptos, soit des NFT. Ouais. 30% de Français pensent en acquérir. Ouais. C'est le chiffre le plus sidérant. 14% des Français savent ce que c'est qu'un NFT. 14%. Mais c'est complètement dingue. Je ne sais pas si 14% des Français savent ce que c'est qu'un compte d'exploitation. Ils n'iront pas forcément voter. Tout à fait. Et ils n'iront pas forcément voter. Et effectivement, la détention d'actions en direct, c'est 6%. Et puis beaucoup de gens savent, parmi ton pourcentage tout ça m'affole, moi, personnellement. Comment est-ce qu'on se fait rémunérer et pourquoi est-ce qu'on décide de se délocaliser de France pour aller dans d'autres pays pour des histoires de fiscalité sur la crypto ? Mais on pourra en reparler. Alors justement, c'était une des propositions de Zemmour, c'était de lever toute la. Alors celle-là est. Non, c'est pas que des histoires de lever la fiscalité sur les plus-values crypto. Il y a des startups qui se montent sur des cryptos qui peuvent même pas avoir de compte bancaire en France. Oui. C'est pas que des histoires de fiscalité, c'est véritablement. On est bien d'accord, c'est très compliqué. Mais en même temps, si tu prends aussi l'investissement dans les cryptos, etc. Je veux dire, moi, ça m'amuse quand tu regardes qu'on a réussi à créer un terreau absolument génial pour développer l'innovation, en effet, en arrosant le terreau. Tu as quand même aussi beaucoup d'entreprises dans ces secteurs-là qui après passent du côté investisseurs chinois, investisseurs US, etc. Parce que là, c'est le petit... Oui, c'est l'upside. C'est le petit... il reste Idinvest. Il reste Idinvest. Et puis il reste Idinvest. Euraseo, Idinvest. Alors, tu connais très très bien Doctolib, Patrick. J'en parlais hier. C'est-à-dire, Doctolib fait la même chose aux États-Unis. Il serait aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des services à la santé. Oui. Doctolib en France, c'est une bataille pas possible pour aller s'installer en Allemagne, reprendre toute la réglementation, aller revoir l'ensemble mais des trucs. ça rejoint exactement ce que je c'est exactement ce que je te disais. C'est exactement ce que je te dis. Il reste 4 minutes, c'est compliqué. Non, je voulais profiter de... Mais Juliette, tu reviendras avant les Assemblées Générales. De toute façon, c'est au mois de mai, les Assemblées Générales. Voilà, donc on reparlera du Say on Climate, parce que c'est vrai que j'apprends qu'il y a quand même donc Vinci, Atos, Total,
Total, Amundi, Safran, Veolia, Engie pour l'instant, prévoient donc des résolutions climatiques devant leurs actionnaires à l'occasion des assemblées générales. La mesure du bonheur, Jérôme, comme la dernière fois, on va se dire qu'on aura le temps de la refaire la prochaine fois. On peut parler des maths, tu parlais de la... Eh ben voilà, on va parler des maths. Non, puis j'ai le polytechnicien là. Non, mais les maths. Je vous le dis très très vite, mais très peu de temps. Oui. Moi, je suis très mitigé sur cette mesure de Blanquer qui va donc remettre les maths dans le tronc commun, parce que son idée, en fait, de laisser les bons en maths entre eux, aller chercher une réelle excellence, me semblait pas idiote du tout. Et à quoi ça va servir de remettre un certain nombre de gars ou de filles qui fondamentalement s'emmerdent en cours de maths pour ralentir tout le monde? Voilà un peu comment je vois le truc. D'abord, les maths, c'est pas toujours emmerdant, je sais pas. Non, mais bien sûr, mais quand tu arrives à la première et la terminale, IT-Licest, tu vois. Moi, je me suis éclaté avec les maths. Mais je sais. Mais pour moi, les maths, c'est la logique. Et on a perdu, dans notre pays, quand tu vois les absurdités que les candidats nous servent, on a perdu le raisonnement logique. Et les maths, pour moi, elles conduisent au droit, de la même façon. Et on a perdu cette... allons pas dans des généralités. Première terminale, Oui. Blanquer dit, de toute façon, c'est joué en première et en terminale. Je parle au prof, là, Jérôme. Ouais. C'est joué. Ah oui. En première, Non, mais c'était pas bon en maths, Ah, c'est pas bon en maths. Oui, j'en ai d'accord. Très bien, mais il se trouve quand même... Alors, les Français, généralement, ils sont plutôt doués en maths par rapport aux autres pays. Non, mais du fait qu'on se sert des mathématiques pour sélectionner. Première terminale. J'entends bien, mais il faut voir à quel point les programmes de première et de terminale se sont allégés en maths ces dernières années. C'est catastrophique. Et bien donc, justement, tu retrouvais là la possibilité de remettre de l'excellence. Oui, mais l'excellence, elle vient d'où? Il y a aussi C'est pas un par effet- l'exception. Bon, la France, elle peut se targuer d'être la deuxième nation la plus qui a eu le plus gros palmarès en médailles Fields. On va dire c'est l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Ça tient à quoi ça? Est-ce que non, c'est simplement que c'est tellement de Français font des maths à l'école et on leur demande d'avoir un programme de mathématiques pointu que ça donne ça. Mais que cela donne ça. Et à au lycée l'école, aussi. pas au lycée. Si je fais un parallèle grossier, la raison pour laquelle c'est le Brésil qui a raflé le plus de Coupes du Monde de foot, c'est parce qu'au Brésil, ça ne deviendrait même pas l'idée de demander à un gamin de 10 ans s'il joue au foot. Eh C'est une on est question bien qui ne se d'accord. pose C'est pas. à 10 ans que ça se joue, pas à 16. Non, mais Voire alors, avant. si, parce qu'au lycée, alors écoute, on avait quand même des centaines de milliers de jeunes qui chaque année, au travers du bac, dans des inscriptions de prépa, maths sup, maths spé, essayaient se challenger, se concurrencer en maths. Et ça, je pense qu'il faut le garder. Il y a aussi autre chose. Tu parles de la logique, mais c'est aussi le goût de l'abstraction qui est important, qui est en maths avec les sciences dures, qui est en philosophie avec les sciences Vous humaines. faites des généralités. La question n'est pas de mais savoir si on est pour ou contre les maths, évidemment. C'est pas ça. Est-ce qu'on est Le point de pour Stéphane, ou c'est que contre c'est trop tard en terminale. Mon point, c'est que complètement tort. voilà, c'est qu'avec avec ces mieux que rien. spécialités, Ouais. C'est mieux que rien. tu retrouvais justement un chemin d'excellence. Mais bon, Juliette, il reste 30 secondes. Moi, je pense que tu as sans doute première terminale, ça j'entends le point. Et puis je vais te dire, en France, ça nous ferait du bien de temps en temps, plutôt que se dire on va essayer de faire en sorte qu'il y ait 99% de la population qui ait le bac, se poser la question de comment est-ce qu'on revalorise d'autres cercles de formation. Je pense que c'est essentiel. Je veux dire, quand on se rend compte, perte de la compétitivité française, problème de réindustrialisation, il y a eu l'analyse de Rex Scott qui est sortie hier. Le problème, il est là. Donc il faut mettre le paquet sur les enjeux de formation. Et effectivement, si on tire un peu moins, entre guillemets, à vouloir faire en sorte que tout le monde fasse la même chose jusqu'en terminale, ça aidera peut-être aussi à repenser le parcours de formation. En revanche, avant, j'insiste, les maths, c'est d'esprit logique. Et effectivement, là, il faut repenser le parcours parce qu'il est insuffisant aujourd'hui. On est au bout, vous avez le programme de demain. Effectivement, la compétitivité, le rapport de Rex et Code, on en parlera très largement. Les cryptos, puis je ne sais plus quel troisième thème, là, tu parlais. Ah ben les retraites. C'est vrai que c'est intéressant, les retraites. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune ambition sur les retraites. C'est juste, allez, on travaille plus et puis basta, quoi. Voilà. Oui, c'est dommage. À demain, les amis.